Sharda Tashi Kyalsen, Les sphères du cœur, enseignement dzogchen de la tradition Bön, traduit et commenté par Lompoen Tenzin Namdak. Préface. La publication de ce texte est un événement. C'est la première fois qu'un texte aussi complet sur le dzogchen et la vitalité de la tradition Bonpo est proposé à un public occidental. Rédigé probablement après 1930 par Sharda Tashi Kyalsen, célèbre maître Bonpo qui donnait des enseignements aux étudiants des diverses écoles du bouddhisme tibétain, ainsi qu'à de nombreux étudiants de la communauté Bonpo, ce document appartient à une lignée ininterrompue encore active de nos jours. Au cours des 20 dernières années, la recherche académique occidentale s'est intéressée à réévaluer le rôle des Bonpo dans le développement de la culture tibétaine. Nous espérons que ce texte y contribuera. À cette fin, nous y avons inclus une courte histoire de Yundrung Bön, le Bon éternel, selon la perspective Bön elle-même, ainsi que les biographies de Sharda Tashi Gyaltsen et de Lompoen Tenzin Namdak, le maître Bonpo, qui a conçu cette traduction. Il est important de noter que Lompoen reconnaît 3 types de Bön différents. Le Bön ancien, entièrement chamanique, le Bön nouveau, dit aussi réformé, apparu en réponse aux incursions des écoles de bouddhistes. Enfin le Bön éternel, du Yundrung Bön, qui est la tradition ici présentée. Le Yundrung Bön a de nombreux points communs avec les traditions du bouddhisme tibétain, mais son origine remonterait à un maître bien plus ancien que le Bouddha Sakyamuni, Tompa Shenrab, qui enseigna dans un pays à l'ouest du Tibet. La tradition s'étendit donc à l'ouest du plateau tibétain, particulièrement au royaume de Zangzun, dans la région du Kailash, et son influence était déjà ancienne quand le roi Songtsen Khenpo conquit le royaume au 7e siècle. Une histoire ancienne qui diffère fondamentalement des traditions historiques des bouddhistes du Tibet requiert des repères qui puissent valider ou du moins situer certains événements dans une optique plus occidentale de la culture. Il semble inconcevable pour ceux qui ont appris l'histoire de la conversion du Tibet au 7e siècle que la culture du Yundrung Bön soit née dans la région de la Perse, que beaucoup d'enseignements proviendraient de l'ouest du plateau tibétain, plutôt que du sous-continent indien, et seraient advenus à une époque antérieure à celle du Bouddha historique. En raison des bouleversements périodiques qui affectèrent cette région, et de la fragilité du papier sur lequel les textes furent écrits, tout essai objectif pour vérifier cette version de l'histoire déjà difficile l'est encore plus du fait de la rareté des textes anciens, pouvant être datés sous leur forme originelle. De plus, dans le cas des Bonpo, la tradition de la lignée d'origine s'est entièrement faite de façon orale, et il ne reste aucune trace directe pour éclairer cette histoire ancienne. Toutefois, des éléments importants de l'ancienne culture tibétaine, comprenant à la fois des concepts architecturaux et religieux, ont pu être comparés à des éléments de la culture perse antique. Ces éléments qui datent de la période où la religion Bön prédominait au Tibet permettent d'accorder quelques crédits à l'idée d'influence perse. Celle-ci semble plus lisible si l'on observe le style et l'origine des Shorten Bonpo. On a avancé que les Bonpo auraient copié le style des stupas bouddhiques afin de rivaliser avec cette culture malgré les différences très fortes qui les séparaient. Les textes Bonpo indiquent par exemple que les limites des temples se trouvent dans une structure de Shorten et sont par conséquent souvent dessinés avec un étage inférieur en forme de boîte, situé sur la structure classique du stupa. De même, l'utilisation d'un trident comportant une épée de feu en son centre comme oriflamme au sommet de la structure, au lieu des symboles bouddhiques que sont le soleil et le croissant de lune. 2 études ont récemment été publiées au sujet d'images décrites sur d'anciennes sculptures rupestres dans le Karakoram et au Ladakh, à l'ouest du Tibet. Ces sculptures ont d'autant plus d'intérêt qu'on peut les dater par d'autres moyens techniques, donc obtenir des preuves chronologiques directes pour cette période archaïque de la culture tibétaine. Une de ces sculptures venant du Karakoram
est daté du 1er siècle de l'ère chrétienne, montre clairement le style caractéristique d'un stupa Bonpo, comportant une ouverture à la base et le symbole du trident, de même que le symbole de la svastika du Yundrung-bön. Ce qui donne à réfléchir sur ces similitudes de style avec la culture bouddhiste indienne arrivée au Tibet, seulement 6 siècles plus tard. De même, les sculptures du Ladakh, bien que gravées par des soldats à l'époque de l'expansion de l'influence tibétaine, coïncidant avec l'arrivée du bouddhisme indien, expriment tous le style des stupas Bonpo, accompagnés d'instructions en langage archaïque du Tibet occidental, le Zangzung que le tibétain a supplanté. L'idée généralement admise que le langage écrit coïncide au Tibet avec le bouddhisme indien paraît bien faible. La traduction du texte. Le texte présenté ici suit le style des enseignements individuels donnés par Shartza à ses disciples. Dans la tradition Dzogchen, ces textes sont nommés Mengagde. Celui-ci est un condensé d'un travail en 2 tomes que Shartza a écrit selon cette approche. La traduction en anglais du texte d'origine a été effectuée par Lompo Tenzin Namdak en août 1991 au cours d'un enseignement qu'il donnait sur ce texte à un petit groupe d'élèves occidentaux dans son monastère de la vallée de Katmandou au Népal. Lompen passait 2 heures tous les matins à traduire et enseigner sur la base de ce texte. Entre parenthèses, au fur et à mesure de ses exposés, le texte était saisi sur un traitement de texte portable. En l'enregistrant, nous avons pu vérifier l'exactitude du texte ainsi et d'éventuelles omissions involontaires par rapport à l'original tibétain. La frappe et les corrections du texte anglais ont été faites par moi-même. Les comparaisons entre la version dactylographiée, l'enregistrement et le texte d'origine ont été effectuées par Monica Gentil, qui termine sa thèse sur divers aspects de la culture tibétaine à l'université sanskrite de Bénarès. La version finale a ensuite été lue au Lompen qui l'a comparée à l'origine tibétain. À l'exception de certaines citations des sections initiales, ce procédé a été appliqué à toutes les sections de l'original de Shartza et aux appendices qui l'accompagnent. Il nous faut aussi remercier Chego qui nous a aidé à traduire la biographie de Shartza Tashi Kyeltsen et encore à Tadeusz Chokorowski qui a traduit la courte histoire du Bön qu'on retrouve à l'appendice 2. Maître reconnu du Dzogchen, Lompen Tenzin Namdak est un enseignant remarquable qui possède une connaissance encyclopédique de la culture Bonpo et l'expérience de toute une vie dans la transmission de celle-ci aux moines novices, à la fois au Tibet et en Inde. Non seulement il pouvait traduire le texte tout en le lisant, mais encore il était toujours heureux de répondre à toute question de clarification ou tout problème d'interprétation ayant pu survenir durant nos sessions. Et ces réponses forment presque un autre texte Mengade parallèle à l'original. C'est pourquoi ces commentaires ont été placés en note du texte d'origine qu'on peut lire en complément de celui-ci. Suivant la suggestion de Père Quaverne, qui a très aimablement proposé d'écrire une introduction au texte et de vérifier ma version anglaise, il est probablement plus juste de considérer ce texte comme un commentaire exégétique plutôt que comme une traduction au sens strict. Puisqu'il s'agit d'un commentaire de ce qui est après tout un enseignement personnel émanant d'un grand maître Dzogchen, nous espérons qu'il conservera un peu de cette saveur particulière au texte d'origine. Pour ceux qui découvrent le Dzogchen, une bibliographie exhaustive est donnée par le professeur Quaverne dans l'essai qui suit le texte. Nous avons décidé de présenter les textes tibétains en utilisant une transcription qui permette une prononciation proche de l'original tibétain, suivie d'une translittération plus précise, dite de Willy, entre crochets, afin que la lecture reste ininterrompue. Comme je l'ai déjà dit au début de cette préface, cette publication est sans nul doute un événement. Souhaitons que ce texte, merveilleusement clair et concis, soit à la fois compréhensible et utile à tous les lecteurs. Il nous fait connaître une traduction absolument extraordinaire au sens strict, et malheureusement galvaudée du terme, et pourtant la voici toujours active et accessible au bénéfice de tous les êtres. Richard Dixey, Londres, octobre 1991. Introduction. Peu nombreux sont ceux qui, en Occident de nos jours encore, savent que le bouddhisme n'est pas la seule religion du Tibet. Introduit au 7e siècle après Jésus-Christ, sous le patronage de puissants rois tibétains,
il devint la foi religieuse dominante du XIe siècle et le reste aujourd'hui. Cependant, parallèlement au bouddhisme, une deuxième religion a survécu à travers les siècles, pour laquelle il n'existe pas d'autre terme que sa désignation tibétaine, le Bön. Elle prétend être la religion même qui, depuis longtemps, est établie au Tibet quand le bouddhisme entra en scène. Le Bön, comme ses adeptes le soutiennent, possède une histoire très noble et ancienne, bien antérieure aux origines du bouddhisme en Inde. Cette allégation fut généralement écartée par les érudits occidentaux, qui ont insisté sur les nombreux points de similitude, en fait souvent identiques, entre le Bön et le bouddhisme. Ils conclurent donc que le Bön n'était rien d'autre qu'une forme hautement hétérodoxe du bouddhisme. De plus en plus d'érudits cependant prennent au sérieux les affirmations du Bön selon lequel il serait une tradition religieuse distincte, ayant une identité propre. Il ne faut pas oublier que le bouddhisme tibétain lui-même considère dans son ensemble le Bön comme une religion entièrement distincte et non bouddhiste. Cela ne signifie pas que la version Bönpo de l'histoire doit être nécessairement acceptée littéralement, surtout en ce qui concerne la période précédant le 7e siècle. Si cependant, au lieu d'examiner la vie monastique et la doctrine métaphysique, où le syncrétisme avec le bouddhisme paraît souvent total, on regarde les sources de l'autorité religieuse et sa légitimité, la particularité du Bön, comme elle est comprise par la plupart des Tibétains, saute immédiatement aux yeux. Les Bönpo, à la différence des bouddhistes, n'attribuent pas la source de leur légitimité religieuse au Bouddha Shakyamuni, mais à un être éveillé, Tompa Shenrab, aussi appelé le maître Shenrab. Bien avant Shakyamuni, Tompa Shenrab était le prince, et plus tard le roi, d'Olmo Lungring, une contrée située selon les Bönpo à l'ouest du Tibet. Olmo Lungring est souvent identifié à Tazig, généralement considéré par les Tibétains comme le monde iranien ou perse. En outre, la doctrine que Tompa Shenrab prêcha, c'est-à-dire le Bön, serait venue au Tibet non pas de l'Inde comme dans le cas du bouddhisme, mais plutôt d'un pays dont l'existence historique semble attester, le Zangzun, situé dans ce qui est aujourd'hui au sens large le Tibet occidental. La religion Bön subsiste et même à un certain niveau prospère non seulement au Tibet, ou particulièrement à l'est ou au nord-est, les districts entiers adhèrent toujours fermement au Bön, mais aussi au Népal et dans les communautés d'exilés tibétains en Inde. Plusieurs érudits et lamas Bönpo, spirituellement hautement accomplis, demeurent aussi bien au Tibet qu'en exil. L'un des plus vénérés est Lompen, maître principal, Tenzin Namdak. Pour un nombre grandissant de disciples et amis tibétains, aussi bien qu'occidentaux, son érudition, sa présence chaleureuse et pleine de compassion ont été une expérience profondément émouvante. Le texte présenté ici doit être vu comme le fruit d'une rencontre entre un lama Bönpo hautement qualifié, souhaitant de tout cœur partager sa vaste connaissance, et un étudiant occidental tout aussi enthousiaste à apprendre et à communiquer aux autres ce qu'il a appris. Résultat d'une telle interaction, ce texte demandera à être réétudié. Il donne une indication, une sorte d'idée générale des trésors spirituels que l'on peut trouver dans la religion Bön. En même temps, il est essentiel de réaliser ce que ce texte n'est pas. Ce n'est pas une véritable traduction. Le travail délicat d'interprétation et de regroupement basé sur une étude détaillée et compétente d'un grand nombre de textes dans le tibétain original reste à accomplir, et c'est cela seulement qui pourra, dans les temps futurs, rendre possible des traductions exactes et adéquates. Il est conseillé au lecteur de ne pas avoir la moindre illusion à ce sujet. Ce texte doit encore moins être pris pour un manuel du type « faites-le vous-même », à l'intention de ceux qui aspirent à pratiquer la discipline spirituelle et à atteindre la grande perfection décrite ici. Pour une telle pratique, le suivi personnel d'un lama qualifié et expérimenté est absolument indispensable. Ceux qui souhaitent expérimenter par eux-mêmes peuvent être assurés que leurs expériences mentales, quelles qu'elles soient, seront soit déroutantes, soit, et le danger est réel, destructrices. La grande perfection, aussi appelée Dongpa Chenpo Dzogchen, est considérée par les Bönpo comme la pratique religieuse ultime et la plus haute. Elle fut préservée dans plusieurs traditions distinctes. L'école Nyingmapa du bouddhisme possède une tradition Dzogchen qu'elle fait remonter au grand Siddha Padmasambhava, 8e siècle après Jésus-Christ, et ses disciples. Une étude comparative de la diversité du Dzogchen chez les Nyingmapa et les Bönpo reste à réaliser. Quoi qu'il en soit, il est évident que cela suscite un intérêt de plus en plus grand auprès de nombreux érudits ou adeptes occidentaux.
L'essai bibliographique que joint au texte n'est pas complet mais devrait être utile à ceux qui veulent trouver plus d'informations, en leur permettant éventuellement de revenir à ce texte avec une meilleure compréhension du sujet. Per Quahern, Université d'Oslo.